Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, spécialiste des voyages sur mesure et d'aventures cotées à la Bourse de Paris. Bon, 2023, on sait que c'était une année qui était particulièrement florissante pour les voyages, pour Voyageurs du Monde. Est-ce que 2024 et cet été qui vient de s'achever ont été satisfaisants, même si c'est a priori un peu moins bon? Ils sont corrects, mais ça n'a rien à voir avec 2023. Dans une année de consolidation, un peu, on va dire, avec une croissance en 2023 qui était très forte. On est quand même encore en cumul global sur toutes les marques du groupe, en légère croissance. Entre une croissance de combien, pardon, sur 2023, qu'on compare? À peu près 15, 18. Entre 15 et 18, j'ai plus le chiffre en tête du groupe consolidé. Et là, on sera entre 3 et 4, je pense. D'ici la fin. Et la norme, la tendance. Ce qui est déjà bien, surtout sur une année très très élevée, mais avec un été mitigé parce que l'été n'a pas été très bon, parce que l'effet Jeux Olympiques a perturbé l'écosystème. Les gens ont décidé de ne pas partir parce qu'ils avaient peur que les aéroports soient trop pleins. Ils ont décidé de ne pas partir parce qu'ils pensaient que les tarifs aériens, à juste titre d'ailleurs, auraient été très très élevés. Donc on a eu un espèce de report d'une partie des dépenses de l'été vers la Toussaint ou la fin de l'année. Donc il y a moyen de se rattraper. Oui, tout à fait. Et quand ça se présente la Toussaint d'ailleurs, tiens? C'est très très bon la Toussaint. D'accord. Très très bon. Il y a un effet report de l'été, et puis il y a aussi un effet, toutes les zones sont en vacances en même temps. Et ça, avec les familles qui sont dans différentes régions, ça aide les gens à partir en vacances. Destinations les plus vendues cet été, dans l'optique de la Toussaint et de l'automne? Il n'y a rien de particulier. Je dirais que c'était une année plutôt moyen courrier par rapport au long courrier. Ah, on part moins loin. C'est une année long courrier. Mais c'est moins bon ça, une année moyen courrier? Oui et non, parce que vous avez plus de clients. Ça, c'est pas forcément. Pas forcément. Et puis chaque année, c'est comme ça. Hein. C'est une année Asie aussi. Hein, c'est pas une année long courrier, mais c'est une année Asie. Oui, mais l'Asie, c'est une petite partie du long courrier. Le Japon a fait un carton, le Vietnam a redémarré. Alors, il faut dire qu'en 2023, l'Asie a été plus longue à redémarrer à cause du Covid, etc. Ils ont été un peu plus longs, voilà. Mais je dirais que l'Europe du Sud a un peu souffert. Réchauffement climatique. Ça devient trop chaud. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Maroc. Je dirais qu'on va avoir une carte qui va se redessiner avec le réchauffement climatique sur l'été. Ça me paraît clair. Et l'Europe du Nord, au contraire, cartonne, évidemment. Ouais, parce qu'on vient prendre un peu de... un peu de frais. Un peu de fraîcheur, un peu de fraîcheur. Le surtourisme, je voulais qu'on en parle avec vous. Est-ce que, à qui la faute? Est-ce que c'est une tendance qui s'aggrave? Comment on l'enraye et comment ça vous concerne, vous, Voyageurs du Monde? Alors, il y a... Tourisme égale tourisme de masse, hein, on dit la même chose. Hein, Oui, mais alors c'est pas tout à fait la même chose. Alors, éclairez-moi, éclairez-nous. C'est pas tout à fait la même chose parce que le surtourisme, il peut être pratiqué par le tourisme d'élite. Quand moi je critique très fort le surtourisme, on me dit oui, mais toi, Jean-François, Voyageurs du Monde, vous avez les moyens, etc. etc. Non, il y a du surtourisme en haut de l'Everest, c'est épouvantable. Le surtourisme, il peut être le fait de tourisme de luxe. Qu'est-ce que c'est le tourisme? C'est tous en même temps, au même endroit, au même instant, de façon trop importante. Ceux qui pratiquent le moins le surtourisme, c'est les fameux routards, ceux qui voyagent sac à dos et qui circulent dans le monde entier. Alors, la faute à qui? C'est la faute un peu à tout le monde. Donc même dans le luxe, pardon, je coupe, pardon, dans le luxe, il y a aussi du surtourisme. Ah oui, mais bien sûr. Mais sur quoi? Vous avez pris l'Everest, effectivement, je comprends l'Everest, en haut de l'Everest. Et je peux vous donner 50 autres exemples. Je veux bien, vous avez des gens qui vont se concentrer tous en même temps à Saint-Barth, qui est tout petit. Il y a du surtourisme à Saint-Barth? Bah oui, bien évidemment. C'est-à-dire que je suis désolé, mais quand on va à Saint-Barth et qu'on ne voit que des gens qui sont là pour garer votre voiture, et puis que des étrangers qui boivent des cocktails dans des bars d'hôtels de luxe au bord de la plage, on est dans le surtourisme. Ça déplaît vos clients, ils viennent pour avoir des pensées pour la Saint-Barth? Non. Alors, nos clients, généralement, ils sont assez proches de l'ADN de Voyageurs du Monde et ils détestent le surtourisme. Et ils adorent qu'on les conseille pour pouvoir quand même aller voir certaines tours Eiffel du monde, le Taj Mahal ou Petra, sans vivre le surtourisme. C'est possible, mais il faut faire des efforts. Alors, le surtourisme, c'est la faute de qui? Petra sans le surtourisme, c'est possible? Moi, c'est très facile.
Et qu'on fait comment? Ah ben c'est archi facile. En Jordanie. Il n'y a pas plus Petra. simple. Eh ben c'est très simple. Petra, c'est un très grand site. Vous arrivez à Petra, et là vous pouvez le faire à n'importe quel jour et n'importe quel moment de l'année. Alors que d'autres grands sites, il faut les faire le matin tôt. Non, Petra, c'est très simple. Vous arrivez, tout le monde est au même endroit, on va dire dans les 150 mètres de l'arrivée. L'arrivée comme ça, là. Bah, vous filez vite, à gauche ou à droite, et vous êtes tout seul. Voilà. Moi, j'ai passé des heures à Petra à marcher tout seul, pendant que tout le monde était agglutiné au même endroit. Si vous voulez, c'est toujours pareil. Le surtourisme, c'est très facile à éviter si on fait un effort. Si vous ne voulez pas faire d'effort, vous serez dans le surtourisme. Et c'est pas une question de moyens, pour le coup. Ah non, c'est une question de mental et d'envie. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a des années, l'Office du tourisme de la Chine organise un très très grand voyage à Shanghai. Je suis avec plein de voyagistes du monde entier, on est des grands PDG tous ensemble, hein, allemands, anglais, américains, français. Et puis l'Office du tourisme nous emmène dans le vieux Shanghai rénové, que moi j'avais connu 30 ans plus tôt, sublissime, en routard. Et là, je suis dans Disneyland. C'est épouvantable. Et puis à un moment donné, je dis à certains de mes confrères, écoutez, non, le vieux Shanghai, c'est pas ça, suivez-moi, on file à droite. Les officiels du tourisme étaient affolés. Je dis, écoutez, vous êtes gentils, mais moi, votre Disneyland, ça ne m'intéresse pas, parce que là, au lieu de faire la promotion de la Chine, vous êtes en faire la dépromotion de la Chine. Bon, j'emmène certains de mes confrères qui me suivent, et au bout de 10 minutes, je me suis retrouvé dans les vieilles ruelles de Shanghai, et j'étais tout seul. C'est toujours pareil, il faut faire un effort. Alors, la faute à qui? C'est la faute à ceux qui voyagent. À ceux qui voyagent. Donc, chacun doit se prendre en main pour éviter le surtourisme. Et c'est la faute aux professionnels du voyage. Tous. En particulier les offices du tourisme. J'ai été président de l'Office du tourisme de Paris, je suis administrateur de l'Office du tourisme de la France, je ne le suis plus. Les offices du tourisme sont les plus ringards possibles sur la façon de proposer leur destination. Parce que ça va déplaire, mais parce que c'est plus simple. Parce que c'est plus voilà. simple, proposer du standardisé. Alors on dit, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a énormément de volume de touristes qui augmentent dans le monde? Ben non. Ça rend aussi le voyage plus accessible, pardon. Mais non, mais c'est pas vrai. En termes de prix. Ce n'est pas vrai. Mais non, la preuve, ceux qui pratiquent le moins le surtourisme, qui c'est? Les routards. Les routards. C'est ceux qui dépensent le moins. Hein. Ouais, c'est vrai. Qui dépensent le moins. Donc c'est pas vrai. Cette histoire, le surtourisme, c'est un truc de bobo pour riches, à la Voyageurs du Monde, à la Jean-François Réal. Faux. Le surtourisme, c'est un problème de comportement et de mental. Nous, on prône les voyages très vrais, très authentiques, avec, c'est vrai, à côté, beaucoup de services et des spécialistes pays qui connaissent très bien. Les gens vont sur 95% des gens qui voyagent vont sur 5% de la planète. Je sais, j'allais le sortir, c'était vous. 5% de la planète qui est fréquentée par 95% des touristes. C'est dingue, ça. Bah oui, donc il suffit de faire un effort. Moi, j'adore Venise. J'y vais presque tous les ans. Mais je suis jamais en surtourisme. Parce que... Comment je fais? Allez. Eh ben, je change de quartier, je change de saison, j'y vais à l'Aqua Alta, etc., etc. C'est un effort. Comment ça vous impacte, vous, voyageurs du monde? Bah, nous, ça ne nous impacte pas beaucoup parce que d'abord, on a une culture profonde pour l'éviter. Je dirais que ça nous favorise plutôt parce qu'on peut avoir des clients qui sont inquiets du surtourisme et qui s'adressent à nous pour l'éviter. Moi, je me suis dit, ça doit leur bénéficier. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Je pense que c'est assez neutre pour nous. Mais peut-être ça a un effet positif dans le sens où les gens viennent nous voir. Moi, j'en ai régulièrement. Hein, beaucoup de clients passent par moi. Ils me disent, écoute, j'ai envie d'aller en Italie, là, cet été en Sicile, mais j'ai peur qu'il y ait trop de monde. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oui, t'as raison, il y aura trop de monde là. Mais là, il n'y aura personne. Vas-y. Ouais, on y revient. Pareil pour les Cyclades, l'été. Si vous voulez, quand vous allez dans les Cyclades d'été, vous allez à Mykonos, à Santorin ou à Paros, c'est épouvantable. Ouais, mais le Péloponnèse, il y a moins de monde, mais c'est moins joli. Alors, il n'y a pas moins de monde dans le Péloponnèse, et il fait trop chaud, donc je vous le déconseille. Ouais. Par contre, il y a des Cyclades où il n'y a personne, et on peut aller. Par ailleurs, le Péloponnèse est moins joli. C'est joli. Je serais très prudent. Parce qu'il y a des endroits dans le Péloponnèse qui sont totalement dingues. Bon. Donc, je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Jean-François Réal. Non, pas là-dessus. Non, j'ai bien compris. Surtout que vous y êtes souvent. Oui, exact. Hein, je sais. C'est un fou de Grèce. Je sais. Je prends même le grec. J'adore. Juste avant, sur le plateau précédent, on parlait de l'inflation en France qui est en train d'être réduite. Vers 1,5%, on sera en moyenne évidemment en fin d'année. Est-ce que l'inflation des voyages est terminée? Oui. Elle a pris un bond colossal en 2023. Alors on parle de 20%, 25%. En réalité, c'est faux.
parce que c'est 20 à 25% par rapport à 2019. Donc déjà, 4 ans. Ouais. En particulier sur les tarifs aériens. En Les 2024, les hôtels beaucoup. aussi, mais moins. Mais quand même, vous avez raison. Je suis allé en Corse cet été, les hôtels en Corse, il y a Voilà. un problème. Hein. En 2024, clairement pas. Clairement pas. Il y a très peu d'inflation prix 2024 par rapport à 2023. Alors vous allez toujours avoir des exceptions, hein. Mais une inflation, on sait que c'est une moyenne, hein, donc rien de plus faux qu'un taux d'inflation. Mais globalement, en moyenne, les prix n'ont pas beaucoup monté. Alors vous allez avoir des impacts budget très forts aux États-Unis à cause de l'effet dollar. Oui. Mais ce n'est pas de l'inflation, c'est l'effet de change. Ouais. Donc l'inflation des voyages est terminée. Oui. C'est une bonne chose. Je vous lisais, je ne sais plus quelle interview, vous disiez que le voyage est devenu un produit de première nécessité. Ouais. Moi, j'étais un peu dubitatif en vous écoutant. Je me suis dit, est-ce que les gens sont vraiment prêts à abandonner l'achat de leur nouvelle bagnole électrique pour se payer un voyage? Alors moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où clairement le niveau de stress a augmenté, en particulier pour les cadres supérieurs. Le niveau de stress dans les entreprises a augmenté. La vie en ville, le stress a augmenté. La vie en famille est plus compliquée, elle est moins stable, il y a plus de familles recomposées, etc., etc. Et le voyage est devenu une soupape de bol d'air indispensable. Moi, je connais plein de gens qui voyagent, pas forcément avec nous d'ailleurs, et qui voyagent, mais qui voyagent parce que c'est devenu vital pour eux. Et je pense que cette augmentation du nombre de voyages qu'on voit dans le monde... Donc c'est un truc de cadre sup, quoi. Ben, pas que, hein, ça se démocratise de plus en plus. Je dirais que les classes moyennes et les classes sup voyagent, mais il y a même des classes populaires qui voyagent. On en est quand même aujourd'hui à 8 milliards de personnes qui prennent l'avion par an quand même. Hein. Ouais. 8 milliards de passagers. Hein. Après, vos clients, ils sont plus aisés évidemment que la moyenne. Est-ce qu'ils sont moins touchés par justement toutes ces questions d'inflation, même si on l'a compris, c'est derrière nous? Alors, d'abord, on a plusieurs marques chez Voyageurs du Monde. Ouais, c'est-à-dire la marque Voyageurs du Monde est la plus haut de gamme, mais même dans la marque Voyageurs du Monde, on est très haut de gamme en service, mais en termes de budget, on est capable de tout faire. Donc même chez nous, il y a des gens qui ne sont pas très aisés, il y en a plein. Et puis on a d'autres marques, comme Comptoir des Voyages, Terre d'Aventure, Nomade Aventure, qui ont des budgets beaucoup plus faibles. L'inflation a touché tout le monde, y compris les plus riches. Parce qu'il y a un côté psychologique. Et puis chez les plus aisés, ce qui les a plus touchés encore que tous les autres, c'est l'instabilité géopolitique. Ah oui, j'avais oublié de vous en parler. Et ça fait peur. Voyez, comment ça vous a impacté, justement la guerre en Ukraine ça nous a impacté clairement, parce que, surtout le Proche-Orient, plus que la guerre en Ukraine, le Proche-Orient nous a beaucoup impacté, parce que par exemple la clientèle juive a moins voyagé, parce qu'elle avait peur. La clientèle aisée n'est pas toujours bien au fait des situations géopolitiques, et ça les inquiète, et je les comprends bien sûr, hein, ça les inquiète. Donc ça nous a touchés très clairement, hein, très. Et surtout que nous, historiquement, on est très fort sur la zone. Égypte, Jordanie, Israël, Palestine, on est très fort sur la zone, donc on a été impacté, évidemment. Bon, 2025 c'est loin, est-ce que déjà comment vous le sentez, ou c'est trop tôt pour en parler? Non, c'est pas trop tôt. Je dirais que c'est complexe de faire des prévisions, parce que vous avez plein d'incertitudes géopolitiques. Hein, d'abord, ça continue l'histoire de l'Ukraine et d'Israël. Évidemment, si ça s'arrêtait, ça nous aiderait. Et puis, vous avez les incertitudes politiques, et non pas géopolitiques. En France, déjà. Oui. On va en parler après. Le fait qu'on ne sache pas où on va, on voit qu'on a un déficit public complètement délirant. Est-ce qu'il y aura plus d'impôts? Voilà, on est à peu près sûr, même si c'est totalement contre-productif, que les impôts vont monter. On en est à peu près sûr, c'est qu'une question de temps. Même si on est à un niveau de prélèvement très élevé, il y a un moment donné, il y a une équation politique, économique qui va faire qu'on va monter les impôts, je le crains. Donc ça inquiète ceux qui voyagent, parce qu'ils se disent, est-ce qu'il ne faut pas que je garde un peu d'argent de côté? Et puis vous avez la grande élection américaine quand même. Hein. C'est-à-dire que... Vous avez regardé le débat? J'ai pas regardé le débat. Non, je suis un insomniaque, mais je ne l'ai pas regardé. Par contre, j'ai regardé un peu en différé. En plus, j'ai eu des versions françaises, donc c'était génial. Ouais. C'est incroyable, maintenant on peut tout lire, c'est un truc incroyable, ça, on peut lire la presse du monde entier. Moi j'ai lu des trucs hyper pointus du Pakistan, des Cyclades, etc. en français, quoi. C'est extraordinaire. Comment vous faites d'ailleurs, pardon? J'utilise Google Trad, c'est automatique.
D'accord. C'est-à-dire que vous vous connectez avec votre compte Google ou avec un autre outil, et en fait, vous avez avec l'IA, maintenant, vous avez des trucs, on vous traduit des journaux en ourdou, quoi. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, tiens, intéressant, l'IA, quel impact pour vous? Écoutez, on a testé plein de choses. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de résultats très probants. Moi, je m'en sers à titre personnel pour répondre à des questions très pointues. Et je trouve que ChatGPT 4 répond à des réponses très pointues de façon incroyablement complexe et a beaucoup progressé depuis un an. Maintenant, en mise en application chez nous, pour l'instant, on n'a rien trouvé. Bon. Et je crains que la prédiction de pas mal d'experts en ce moment qui disent que l'IA va faire baisser la productivité en entreprise soit juste. Baisser? Ouais. Parce que la promesse, c'est qu'elle augmente. Ouais, mais moi je pense que ça va la faire baisser pendant quelques temps parce que on va beaucoup dépenser d'argent pour pas beaucoup de résultats. Ouais. Et vous savez, il y a un truc incroyable que m'a raconté d'ailleurs un très grand spécialiste de l'IA, un patron de grand cabinet, qui m'a dit que depuis l'avènement de l'informatique, donc un outil a priori plus simple à utiliser que l'IA, depuis dans les années 70, quelle est l'augmentation pour vous de la productivité qu'on a eue dans le monde? Par an ou en cumulé? Comme vous voulez. Je sais pas, mais en tout cas, elle doit être réelle. Elle est de zéro. Non. Eh oui. Et c'est les grands cabinets américains qui le montrent. Parce qu'évidemment, vous avez eu des gains de productivité colossaux avec les outils informatiques. Ah oui. Mais vous avez tellement dépensé d'argent en outils informatiques qui n'ont pas fonctionné ou en mauvaise utilisation des outils informatiques. Ça compense. Globalement, c'est incroyable. Moi, j'étais sidéré. Hein. Et il y a plusieurs études américaines qui le montrent. Et je pense que l'IA, ça va être pire et ça va être négatif à court terme. Attention, je ne suis pas contre l'IA, au contraire, je pense que c'est un outil fantastique. Quand je les vois battre les meilleurs joueurs de Go au monde alors que c'est des problèmes non résolus et qu'ils ne sont pas en train d'utiliser toutes les combinaisons comme ils ont fait aux échecs, je me dis quand même que le truc est très fort. Et quand je vois les réponses auxquelles ils sont capables de me répondre, très complexes sur les questions que je me pose depuis des années. Par exemple, quelle est la quantité exacte d'électricité verte qu'il faut produire en plus dans le monde, pour remplacer à 100% le kérosène. Parce que vous savez, on a le biocarburant, mais c'est un truc qui ne tient pas la route, parce que d'abord en volume, c'est pas suffisant, et en prix non plus. Et en prix de vente très élevé, enfin l'autre c'est encore pire, et surtout, c'est en concurrence avec l'agriculture. Donc en fait, c'est pas une bonne solution. Et alors c'est quoi la réponse, ChatGPT? Alors la vraie solution, c'est le carburant de synthèse, ce qu'a fait Hitler pendant la guerre de 1945, c'est-à-dire mélanger de l'hydrogène avec du CO2 qu'on prend dans la nature. Donc là, c'est parfait en termes de CO2. Sauf que là, on produirait de l'hydrogène vert, contrairement à ce que faisait Hitler à l'époque, qui produisait de l'hydrogène au charbon. Et il faut en gros 1,5 fois la quantité d'électricité mondiale, pas l'électricité verte, 1,5 fois la quantité d'électricité mondiale pour pouvoir faire voler des avions et pas avoir d'impact CO2. Alors ça veut dire que c'est inaccessible à court terme, parce qu'1,5 fois, et puis il y a plein d'usages aujourd'hui des énergies fossiles qui vont être transformées en électricité, donc on va avoir une priorité pour eux. L'avion sera moins important en termes d'utilité sociale que l'agriculture, par exemple. Mais à long terme, on peut imaginer qu'on peut y arriver. Donc voilà, une question auquel je n'étais pas capable de répondre parce que j'entendais 80 chiffres différents. J'ai posé la question à GPT qui m'a envoyé 5 pages en me démontrant le calcul, etc. Deuxième question intéressante. J'ai une ferme écologique basée sur un système très pointu de maraîchage. Et je voulais savoir combien, sur un hectare, on économise de CO2 par rapport à une ferme conventionnelle. J'en ai parlé à 50 experts, j'ai jamais eu de réponse, ça n'a jamais été précis. Le ChatGPT m'a sorti 5 pages, il m'a dit voilà, c'est très simple. D'habitude, en moyenne, on consomme 3 à 4 tonnes de CO2 sur une ferme maraîchage conventionnelle par an. Et vous, avec votre ferme, vous consommez à peu près 1 tonne à 2 tonnes. Voilà. Donc j'y divise par 2. Bon, il y a bien la productivité avec l'IA générative. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, ça marchera, et ça va marcher, mais ça va être compliqué à implanter dans les entreprises pour que ce soit efficace. Bon, on parlait du risque politique, Jean-François Rial. Michel Barnier, donc nouveau Premier ministre, ne devrait pas a priori détricoter toute la politique pro-business qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 2017. C'est mieux ainsi, là je parle à l'entrepreneur, au chef d'entreprise. Alors, moi je pense que c'est mieux ainsi,
Parce que beaucoup ont dit que tous ces milliards dépensés pour les entreprises, on les retrouve aujourd'hui en manque de recettes fiscales dans le déficit, et qu'il y a eu des emplois créés, certes, mais ça fait cher l'emploi. Voilà ce qu'est les critiques. Moi, je n'adhère absolument pas à cette thèse. Je pense que... Alors, je suis certes un chef d'entreprise, un entrepreneur, mais tout le monde sait que j'ai une sensibilité politique à gauche. Bon. Ça ne vous empêche pas de faire des rachats d'actions dans le cadre de votre groupe? Absolument pas, ça ne m'empêche absolument pas, et on explique d'ailleurs pourquoi. Bon. Mais maintenant, si vous voulez, on critique, par exemple, prenez un exemple, on critique la flat tax et... la taxe à 30%. Bon. Sur les revenus. Je suis désolé. Certains gauches voudraient revenir à une taxation. Voilà, la plupart, et même des gens de droite. Sur les revenus. Voilà. Moi, je pense que c'est une énorme erreur. Quand j'ai été entrepreneur, avant que la flat tax existait, moi, l'environnement économique dans lequel je me trouvais, je connaissais beaucoup d'entrepreneurs, tout le monde faisait de l'optimisation fiscale sur ses plus-values et sur ses dividendes. Tout le monde. Tout le monde. On était les seuls avec mes associés fondateurs de Voyageurs, fondateurs du groupe, hein, on n'a pas fondé l'entreprise, à ne pas le faire. On était les seuls. Tous les autres faisaient des optimisations fiscales, partaient à l'étranger, etc. Et à partir du moment où Emmanuel Macron a mis ça en place, ça a cessé. La flat tax à 30% sur les revenus du capital. Voilà. Et c'est même plutôt 35% parce que vous avez... On parle de 30, mais en réalité c'est 35, parce qu'il a gardé les 5% aux revenus qu'on paye tous quand on a des montants importants. Bon. Donc, je suis désolé, mais ça a généré de la création d'emplois, des investissements, etc. Donc moi, je suis désolé de dire à mes amis de gauche que lorsqu'ils remettront en place une taxation équivalente aux revenus sur les plus-values sur la flat tax, ils vont perdre des emplois et donc ça ne sera pas bénéfique aux populations les plus exposées et les moins aisées en France. Ça sera même complètement contre. Quand on a un niveau de prélèvement qui est aussi élevé en France, on peut changer les impôts, on peut augmenter les impôts, à condition qu'on en supprime d'autres. On peut pas, on sait tous que trop d'impôts tue l'impôt. On ne réduit pas le déficit si on fait ça. Alors, en tout cas, si vous augmentez les impôts, il n'est pas du tout certain que vous réduisiez le déficit. On l'a vu. On le sait, pour un tas de... On est à un niveau... En même temps, Michel Barnier parle de plus de justice fiscale. Non, mais il a employé ce mot sur TF1. Ça ne sent pas un peu à la hausse d'impôts, tout ça, quand même? Bien sûr, évidemment. Mais pour qui? Est-ce que c'est pas normal de demander aux plus aisés de demander mieux? De toute façon, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, ils vont augmenter les impôts parce que on a une maladie dans ce pays. On préfère faire plaisir à tout le monde et tenir un discours qui convienne à tout le monde que de dire la vérité. Même si c'est une aberration économique. Mais oui, mais bien sûr, la vérité, c'est qu'il faut faire des économies majeures sur les dépenses, qu'il faut attaquer, peut-être que dans les aides aux entreprises... Patron ayant une sensibilité de gauche, peut-être que dans les aides aux entreprises, il y a des choses à voir. Ah. Peut-être qu'il y a des choses à voir dans les aides aux entreprises. Quoi, en l'occurrence? Je n'ai pas regardé dans le détail, donc je vais dire des âneries. Mais quand on dépense 80 ou 100 milliards d'euros par an, je crois que c'est ça, à peu près sur les aides d'entreprise, il y a sûrement des choses à supprimer. Par exemple, moi je pense que sur le crédit d'impôt recherche, on en a fait trop. Il y a un peu d'abus. Je le pense. Bon, ça c'est un exemple. Même si ça participe à l'attractivité du territoire, c'est pas un mauvais système, mais je pense qu'il y a quelque chose. Qui bénéficie trop au Mais prenez les retraites. Les retraites, bien sûr que le système n'est pas juste parce qu'on aurait dû tout mettre sur la durée de cotisation avec des bémols sur la pénibilité et pas d'âge légal. Exactement. Bon. Mais par contre, on aurait dû faire ça tout en économisant globalement sur le système. Et en économisant globalement sur le système, beaucoup plus que ce que le président Macron a fait. Parce que on est 4% de dépenses de plus en moyenne européenne par rapport aux autres pays en France, du PIB, sur les retraites. Ouais. Donc moi je vais lâcher un gros mot, mais je pense qu'il faut économiser 50, 60, 80 milliards sur les retraites, y compris sur les riches. Les riches, comme moi, les retraites doivent être moins élevées. Basta. Il y a un moment donné, il faut faire des choix. Ça résout le problème? Bon, je ne suis pas sûr qu'on... Vous avez 170 milliards de déficit qui vont passer à 180, 190, 200 dans les années à venir de façon automatique. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Un patron de gauche, patron de gauche qui demande à sabrer dans les dépenses publiques, c'est pas courant. Hein. Peut-être, mais je l'assume. Et en tout cas, c'est ce que font les Britanniques travaillistes. Les Britanniques travaillistes ont un programme que je qualifie de rocardien strauss-kahnien, de deuxième gauche, que nous, on est incapables d'avoir. Moi, mes amis de gauche me disent que je suis un mec de droite quand je dis ça. Bah non, parce que moi, je pense que mes mesures sont plus favorables aux plus démunis. Et d'ailleurs, la création d'emplois qui a été faite, et la politique qu'on critique du président Macron
sur la politique de l'offre, c'est le président Hollande qui l'a lancé. Donc quand je vois le président Hollande qui s'allie avec la doctrine économique de LFI, je ne comprends pas. Ouais. Et la réalité, le problème, c'est qu'on ne dit pas la vérité aux Français. Et donc, on va continuer à fabriquer une dette délirante que nos enfants vont payer. Et on ne va pas pouvoir investir dans les outils nécessaires que sont des meilleurs services publics, l'hôpital et la transition écologique. Voilà, c'est ça la vérité. La dette, on va la rembourser. La France est capable de lever un impôt dingue. On n'a pas de risque de faillite. Par contre, on ne pourra plus rien faire. Voilà, on ne pourra plus rien faire. Donc, oui, bien sûr, il faut tailler dans les dépenses publiques, les collectivités locales, le millefeuille territorial, les aides sociales abusives, les aides aux entreprises abusives et les retraites. Bah, personne ne le dit. Il y a un moment donné. Vous ne vous ferez pas élire là-dessus, vous, hein, dis donc. Mais non, je ne me ferai pas élire, mais je le sais bien d'ailleurs. Je suis pas en position de me faire élire. Mais je pense que tant qu'on continuera à raconter des histoires aux Français et qu'on aura des hommes politiques comme Michel Barnier qui dit justice fiscale, bon, ok. Bon, je l'aime bien, Michel Barnier, j'ai rien contre lui. Je pense que c'est un des moins mauvais choix possibles dans la situation actuelle. C'est un homme modéré, intelligent, pondéré. Mais ça, c'est de la démagogie. Parce que ça veut dire que les riches, entre guillemets, sont des voleurs. On est un des pays au monde où la répartition des revenus entre les riches et les pauvres sont le plus réduits. Oui, grâce aux transferts sociaux. Voilà. Et après transferts sociaux. Bon. Voyageurs du monde, il nous reste quelques secondes, une minute pour en parler. C'était 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. On sera donc plus 3-4%. Ouais, quelque chose comme ça. Sur 2024. Un mot des rachats d'actions, parce que alors, les rachats d'actions, c'est dans le collimateur, une seconde, du gouvernement démissionnaire, de tous les politiques, c'est la mauvaise presse évidemment. Vous avez lancé cette année un gros programme de rachat d'actions sur 20% du capital. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui critiquent ce type d'opération, que c'est débile de racheter les titres pour les annuler, que c'est au détriment de l'investissement, au détriment des salariés, enfin tout ce qu'on entend en longueur de journée? Ben moi je dis à ces gens qui me disent que c'est débile de faire ça, qu'ils sont débiles. Voilà. Enfin que c'est économiquement pas très intelligent. Mais non, mais c'est faux. Le capital, il a besoin d'être efficace, d'être investi dans des projets. Quand vous avez chez Voyageurs du Monde 250 millions d'euros de cash fonds propres, je ne parle même pas du cash client, du fonds de roulement, qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien parce que les cibles qu'on voulait cibler n'ont pas fonctionné, parce qu'on avait fait cette augmentation de capital de façon massive pendant le Covid, pour nous protéger avec, on ne savait pas combien de temps ça durait, eh ben, vous rendez cet argent aux investisseurs pour qu'ils l'investissent dans des sociétés qui, par exemple, vont faire la transition énergétique. Donc ce capital qui est chez nous, il ne sert à rien. Il faut qu'il circule. Il faut qu'il circule. Quand vous faites des OPRA, des annulations d'actions pour satisfaire les actionnaires, et pour reluer le capital et en privant l'entreprise d'investir, ça c'est très mauvais. Donc vous avez des très bons achats d'actions et des très mauvais. Et donc considérer que tout est mauvais, c'est idiot. Par ailleurs, quand nous, vous savez, chez Voyageurs du Monde, on redistribue à peu près 25 à 30% de nos profits à nos salariés chaque année. Ils ne sont pas à plat. Donc, voilà. Donc si on ne faisait pas ça, on pourrait vous dire... Voilà. Mais quand on fait ça chaque année depuis 30 ans... Vous les reversez sous quelle forme? Intéressement, participation, bonus. Les trois. Bon. J'ai vu l'action Voyageurs du Monde, 11% de hausse depuis le début de l'année. Satisfait? Franchement. Oui, franchement. Je regarde pas. C'est à vous. Mais non, le seul PDG d'une boîte cotée en bourse qui ne regarde pas le cours. Vous avez peu de transactions, peu de volume. La valeur de l'entreprise, elle est sur ses résultats chaque année, sur ses prévisions de croissance, sur son développement, sur sa stratégie, sur qu'est-ce qu'elle fait pour se protéger du CO2, sur le fait que qu'est-ce qu'elle fait pour se protéger des réservations Internet directes avec ce que fait Voyageurs du Monde, avec un très très haut niveau de service de voyage. C'est ça la valeur de Voyageurs du Monde. Le cours de bourse, c'est des péripéties de la journée. Donc oui, je ne regarde pas. Bon, et qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui ne sont pas encore actionnaires, qui nous regardent, on se quitte là-dessus? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, parce que comme l'AMF nous interdit de dire quoi que ce soit en permanence sur tout sujet, y compris quand c'est pas forcément justifié, achetez si vous pensez que c'est bien, et vendez si vous pensez que c'est pas bien. Voilà, avec ça on ne prend pas de risque. Non. Merci de passer nous voir. Merci pour cet entretien donc avec Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous.